Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et je m'appelle Laurent, j'anime des stages de tantra, plus précisément de néo-tantra, j'expliquerai après. Et j'anime ça avec Laurence, ma compagne dans la vie, et ma co-animatrice préférée. Voilà, ça c'est mon métier. C'est un sujet très compliqué parce qu'il y a autant de tantra que d'animateurs de tantra. Le tantra, il y a des voies très traditionnelles. En Inde, ce qu'on appelle le shivaïsme non duel du Cachemire, c'est une forme très traditionnelle de tantrisme. Dans le bouddhisme, il y a un des véhicules du bouddhisme qui s'appelle le Vajrayana, qui est le véhicule bouddhiste de tradition tantrique. Donc ça, ce sont des formes très traditionnelles avec des transmissions de maîtres à enseignants. Certains occidentaux ont pu aller se reconnaître dans ces traditions-là, mais il y en a eu d'autres qui ont senti probablement le besoin d'adapter cette tradition pour être plus accessible par les occidentaux. Et c'est comme ça qu'est né le néo-tantra. Et le néo-tantra, c'est pas si vieux que ça, on peut dire que ça date des années 70 à peu près. Et donc, ce que nous on représente avec Laurence, c'est un courant du tantrisme qui est comme une émanation nouvelle et qui peut parfois s'inspirer des branches traditionnelles du tantra, mais qui est une version tout à fait occidentalisée du tantrisme. Et c'est une version qui est matinée en quelque sorte de pas mal de toutes les techniques thérapeutiques qui ont fleuri en Europe et aux États-Unis dans les années 70-80. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, le tantra, pour moi, c'est une voie que je trouve assez riche pour aller regarder comment je peux être plus fluide avec ce que la vie m'invite et parfois me demande de vivre. Comment par des pratiques à la fois de respiration, des pratiques qui invitent à regarder comment je vais interagir avec des propositions de la vie. Je vais pouvoir rester à la fois consciente, vivante, moi-même dans ce que j'ai à vivre. Et donc ce que je pourrais dire être effectivement aussi fluide que possible avec ce que la vie m'amène. Dans le tantra, il y a cette idée de pouvoir autant que possible accueillir toutes les facettes dont on est constitué. Ça m'amène à dire que souvent on entend parler du tantra par rapport à la question de la sexualité. La sexualité, pour moi, elle n'est pas à regarder que sur le plan de la génitalité, elle est à regarder en tant qu'énergie sexuelle, c'est-à-dire énergie de vie, ou de façon plus raccourcie, on va dire notre vitalité. On pourrait dire beaucoup par rapport au fait qu'on entend beaucoup parler du tantra par rapport à la sexualité, d'une part parce que c'est un sujet de curiosité qui nous concerne tous en tant qu'êtres humains. C'est un sujet qui comporte aussi des zones tabous, donc du coup ça éveille encore plus la curiosité. C'est aussi un sujet qui fait vendre du papier. Donc du coup souvent les articles qui sont écrits sur le tantra, c'est à part de la sexualité. Et c'est un sujet qui est regardé mais comme étant une des composantes en fait de notre vie. Et donc dans un stage de tantra, dans le néo-tantra, on aborde cette question du lien à notre sexualité, mais comme étant une facette parmi beaucoup d'autres en fait. Et comment on peut être plus conscient du lien qu'on a avec notre sexualité. Moi je voudrais expliquer aussi en quelques mots quels sont les fils rouges qui relient un petit peu toutes les formes de tantra. Il y a une parabole qui est
très très fréquemment utilisée dans le tantrisme, c'est la parabole des dieux hindouistes Shiva et Shakti. Et en fait, quelquefois, par extension, dans certains groupes de tantra, on va appeler les hommes Shiva et les femmes Shakti. En fait, on peut faire ça et c'est tout à fait ok, mais il faut se souvenir que Shiva et Shakti, ça représente deux choses très très différentes dans la tradition tantrique. Ça représente avant tout la conscience. Le dieu Shiva, c'est la métaphore de la conscience, et Shakti, sa consort, c'est la parabole de l'énergie. Et l'énergie, pour le dire dans des mots qui sont un peu plus compréhensibles par tout le monde, je dirais que c'est la vitalité. Donc on pourrait dire que un atelier de tantra, un stage de tantra, c'est un travail sur ces deux aspects de soi, que sont la conscience et la vitalité. Et bien entendu, ces deux composantes-là, elles ont une dimension aussi très ésotérique et symbolique. Mais le stage de tantra, il commence par des choses très très concrètes qui sont l'apprentissage pour les participants de comment je peux faire pour être en permanence, ou en tout cas le plus souvent possible, à l'écoute de moi-même, de mes émotions, de mes sensations, de ma respiration. Ça c'est vraiment la conscience. Et la conscience, elle a un sens parce que lorsqu'on commence à être conscient de toutes les manières dont on fonctionne, de tous les conditionnements, les programmes dont on fait l'objet, alors on se donne une chance de pouvoir maintenir toujours haut son niveau de vitalité. Quand on est conscient, on a des choix. Et en particulier, on a des choix dans la construction et dans l'autonomie de sa propre vitalité. Alors pour moi, la vitalité, ça demande une définition aussi, parce que la vitalité, c'est pas juste courir partout, c'est pas juste rire tout le temps ou être très expressif, ça peut être très intérieur, la vitalité. Pour moi, ma définition de la vitalité, c'est ma capacité à être en contact au maximum avec justement toutes ces émotions, avec mes sensations, avec cette respiration. Et donc à cet endroit-là, la vitalité et la conscience se rejoignent. Et c'est la parabole de Shiva et Shakti qui sont dans la posture du yabyum qu'on voit quelquefois dans les traditions indiennes ou tibétaines, ces statues de bronze où vous voyez un homme en tailleur avec une femme assise, les jambes autour du tronc de l'homme. Et ça, c'est l'union de Shiva et Shakti, c'est-à-dire l'union de la conscience et de la vitalité. Et le résultat de cette union, c'est l'expansion de la conscience. Et le résultat de cette union, c'est également la perception qu'il n'y a pas de séparation. Et ça, c'est le dernier fil rouge de toutes les traditions tantriques, que ce soit dans le bouddhisme, dans l'hindouisme ou dans le néo-tantra occidental, c'est cette idée de non-dualité, ou plutôt même de au-delà de la dualité. La dualité, c'est quoi? Pour être concret, c'est trouver que quelqu'un est beau ou pas beau, c'est trouver que quelque chose est bien ou mal. Quand on commence à introduire cette discrimination, on regarde la vie forcément par une voie étroite. Le tantrisme, c'est quelque chose qui va amener les gens à observer la vie, à accueillir la vie sous toutes ses facettes, comme le disait Laurence tout à l'heure. Et donc l'enseignement du tantra, c'est comment aider les gens à développer cette capacité à rester fluide avec les propositions de l'existence. Pour moi, amener le tantra dans mon quotidien, c'est comment, pour tendre vers cette notion d'expansion de conscience, comment je vais pouvoir me laisser un peu sortir de ma zone de confort, dans mes pensées, dans ma façon d'aimer ou de non aimer la vie, les choses de la vie, et par rapport à ma vitalité, de pas cliver mon regard sur les choses. Et ça demande pour moi une attention de tout instant. Et je me sens absolument pas arrivée par rapport à ça, parce que c'est pour moi une remise en question de chaque seconde. Moi j'aime bien cette idée de... le tantra, c'est quelque chose de transgressif. Quand le shivaïsme non-duel du Cachemire, qui est une des grandes formes traditionnelles indiennes du tantrisme, a connu son apogée au Moyen-Âge, en fait, à l'époque des castes et d'une société qui était tenue par les brahmanes, les tantrikas se sont inscrits pas en rébellion, mais
en transgression par rapport à la société de l'époque. C'est pour ça que dans les rituels très connus, traditionnels, on retrouve par exemple la consommation de viande, alors que les brahmanes étaient végétariens. C'est pour ça qu'on retrouve par exemple la cérémonie de la sexualité, parce que la sexualité était déjà un sujet tabou à cette époque-là, en tout cas dans la société brahmanique dominante. Et donc le tantra aujourd'hui et en Occident, ça reste une voie de transgression. Et c'est ça en fait, quand Laurence dit aller au-delà de ses limites. Donc la transgression, c'est aussi comprendre qu'on est dans on est constitué, l'individu que nous croyons être est constitué de concepts, d'idées reçues, de programmes que nous avons reçus de notre environnement familial ou socio-culturel. Et pour moi, clairement, le tantrisme est une voie de déprogrammation de tout ça. C'est aller au-delà de toutes les idées reçues, de toutes les croyances, de tous les jugements que véhicule, avec lesquels fonctionne notre société. Donc c'est quelque chose d'assez révolutionnaire, tout en étant quelque chose de tout à fait respectueux, parce que dans la voie tantrique, il y a pas de... on ne cherche pas à convaincre les autres qu'on a raison. C'est juste qu'il y a des gens qui viennent pratiquer le tantra et qui développent cette connaissance de la possibilité de transgresser. Le premier travail, c'est un travail justement de conscience, de commencer à regarder, mais tiens, mais au fait, pourquoi je fais ça ? Ou pourquoi je réagis comme ça quand quelqu'un vient me voir avec un sourire ? Ou pourquoi, pour commencer à déconstruire un petit peu tout ça. Mais ça, on le fait bien, on ne va bien au-delà de ses limites que si déjà on prend conscience de ses limites. Donc le premier temps dans la démarche du néo-tantra, c'est apprendre à connaître ses limites, apprendre à les exprimer, pour pouvoir, à partir de cette sécurité intérieure qu'on crée lorsqu'on est bien conscient, qu'on connaît à peu près comment on fonctionne, pour pouvoir justement aller dans cette transgression. Et c'est ça qui est pour moi génial avec cette voie, c'est que c'est d'abord une voie très respectueuse, mais en même temps une voie qui est complètement iconoclaste. Pour moi, cette transgression, elle ne peut pas se faire sans conscience. La transgression, ça ne veut pas dire dire qu'on va faire n'importe quoi, on s'explose quelque part, on fait fi de tous les interdits de la société. C'est pas s'exploser, c'est aller au-delà de ses propres limites, et y compris de regarder les limites que se pose la société, mais toujours avec la conscience. Donc tu disais, Laurent, que c'est effectivement déjà important de regarder ses propres limites, et pour que ce soit une transgression qui se fasse, je dirais, dans le lien, on parlait de cette notion de vitalité et de conscience, c'est que je suis quelqu'un de vivant, j'écoute aussi mes envies, mes impulsions, etc. Et en même temps, quelque chose qui est très important, sur lequel on porte de l'attention dans les stages, c'est apprendre à réguler, en fait, à contenir ce que l'on ressent. Si je schématise en fait quelques instants, et c'est probablement plus complexe que ce que je vais schématiser, mais voilà, c'est au moins une base de réflexion, c'est qu'on peut considérer peut-être qu'on a comme 3 grands niveaux à l'intérieur de soi. Il y a comment on regarde la vie à partir de nos pensées, qu'est-ce que je pense de la vie. Il y a le niveau du cœur, c'est comment je me relie à la vie, comment j'appréhende la vie à partir de mes sentiments. Et puis, il y a le niveau de la sexualité, la vitalité sexuelle, et qui est comment je me relie à la vie par rapport à mes impulsions, mes attirances, etc. Et par exemple, sur cette histoire de comment pousser mes murs vers la transgression, si par exemple je me dis tiens, je suis face à une personne, et puis avec cette personne, qu'est-ce que je pourrais vivre?
c'est une personne que je ne connais pas, et que j'interroge ma tête, je vais me dire, face à cette personne, qu'est-ce que je pourrais partager avec elle? Qu'est-ce que peut-être je pourrais m'autoriser à lui dire de moi? Qu'est-ce que je pourrais recevoir d'elle, etc. Et là, je vais avoir un certain niveau de réponse. Si j'interroge mon affectivité par rapport à cette personne, qu'est-ce que je peux vivre, partager, une fois encore, qu'est-ce que je peux peut-être offrir et donner de moi, qu'est-ce que je vais être capable de recevoir de l'autre, et je vais peut-être avoir un deuxième niveau de réponse à partir du niveau de mon cœur et de mes sentiments, mes élans émotionnels. Ouais. Et puis si je regarde au niveau de ma sexualité, je suis face à cette personne que je connais toujours pas plus et que je me dis, mais voilà, quels seraient mes possibles ou mes impossibles, évidemment, et qu'est-ce que je peux partager ou non avec cette personne quand j'interroge ce niveau-là. Et là, je vais encore probablement avoir un troisième niveau de réponse. Et en fait, par rapport au fait de s'interroger sur cette histoire de transgression pour faire grandir notre capacité à accueillir de plus en plus de facettes de la vie, eh bien, je crois important que quand on a 3 niveaux de réponse, eh bien, on puisse respecter le niveau qui est en train de dire la limite la plus forte, pour pas que les autres niveaux embarquent la partie qui a besoin d'être la plus en réserve, la plus en protection, que ce soit avec ma tête, mon cœur ou mon sexe. Et sinon, cette partie-là, qui ne sera pas écoutée finalement, qui sera embarquée avec les parties qui donnent une réponse plus ouverte, plus disponible, eh bien, elle va être débordée et blessée. Et le problème du débordement et de la blessure, c'est qu'on va probablement recréer plus de murs que d'ouverture. Un stage de tantra, quelque part, nous on le définit comme un laboratoire expérimental où les gens viennent pour aiguiser leur capacité à leur conscience de ce genre de choses et dans l'objectif de maintenir un lien toujours plus important avec leur vitalité intérieure et à devenir de plus en plus autonome. Parce qu'il y a une chose qui est importante aussi, c'est que bien souvent, notre capacité, notre besoin d'aller vers les autres, notre lien avec les autres, notre lien dans la sexualité est souvent nourri beaucoup par l'extérieur. Et on a peu d'autonomie, que ce soit affective ou dans la sexualité. La sexualité des hommes, par exemple, pour donner un exemple très concret, beaucoup en Occident est basée sur le fait de faire. L'homme doit donner du plaisir à la femme. Ça, c'est un conditionnement terrible par rapport à la sexualité, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et du coup, c'est important de prendre conscience de ces choses-là pour pouvoir aller vers un état où il y a plus où moi je suis un être qui est capable de s'autosuffire sexuellement, et quand je vais vers l'autre, c'est pas pour nourrir un besoin, un trou sans fin, mais c'est pour partager quelque chose dont je suis déjà riche. Donc ce qu'on cherche à stimuler dans les stages de tantra, c'est l'autonomie, que ce soit affective, relationnelle, y compris sexuelle. Et il est important de dire que le tantra, du coup, quand on en parle, on pense tout de suite à l'idée de sexualité. Mais le tantra, c'est pas ça. Je peux vous donner 2 exemples de pratiques qui sont terriblement impliquantes et qui n'ont rien de la sexualité, en tout cas génitale, de ce qu'on considère comme la sexualité génitale. C'est par exemple une pratique dans laquelle je partage mon regard avec cette femme pendant un quart d'heure sans détourner les yeux. Parce que ça, c'est transgressif. C'est pas ce que vous faites si vous êtes parisien quand vous prenez le métro le matin. Quand vous croisez les gens, on ne regarde pas longtemps les gens dans les yeux. Donc le tantra va jouer avec des formes de transgression, mais je ne voudrais pas donner l'impression que la sexualité est la seule transgression possible. Tu voulais donner un deuxième exemple ? Oui, mais c'était pas un bon exemple, donc je ne vais pas le donner. Je me suis laissé embarquer parce que je voulais juste donner un autre exemple
de méditation de la tradition tantrique en fait, mais que nous utilisons aussi dans nos ateliers parce que c'est quelque chose de magnifique. Une des plus belles pratiques du Vijnana Bhairava Tantra, c'est quelque chose comme inspire, expire et pénètre l'instant entre l'inspire et l'expire. Voilà, ça c'est une méditation tantrique. Et vous voyez très bien qu'on est assez loin de ce que les gens peuvent fantasmer sur un atelier de tantra. Et ça, c'est une méditation très pratiquée parce qu'elle permet à un certain endroit de prendre conscience de cette idée de non-dualité, de non-séparation, qui est la croyance que toute cette conscience et cette vitalité qui sont en nous ne sont pas séparées du reste de l'univers. Et ça, c'est la partie ésotérique du tantra, mais elle est aussi importante parce que pour aller dans cet endroit de non-jugement, d'acceptation de l'autre tel qu'il est, sans chercher à lutter, d'acceptation de ce que la vie propose, il faut être capable d'intégrer profondément cette idée de non-dualité. Et donc, le fait ok, j'inspire, c'est la vie, j'expire, c'est la mort, et je pénètre l'instant au-delà de la vie et de la mort, entre inspire et expire. Et c'est un exemple de méditation tantrique que je voulais donner pour rappeler quand même que certes, c'est du développement personnel, mais c'est aussi une forme de spiritualité. Pour résumer quelque part, le tantra, c'est avant tout l'école du respect de soi. Pas tellement des autres, parce que respecter les autres, ça voudrait dire déjà connaître comment les autres fonctionnent. Et moi, j'en sais rien comment. Même Laurence, qui m'accompagne, je ne sais pas comment. En tout cas, bien sûr, je connais des parts d'elle, je crois connaître des parts d'elle, mais en réalité, je ne connais pas son intérieur profond. Donc, par contre, j'ai la profonde croyance que quand je commence à apprendre à me respecter moi-même, à me connaître mieux, de toute façon, comme il n'y a pas vraiment de séparation, je respecte l'autre. Voilà comment je pourrais dire les choses autour de la notion de respect. Et si je reste sur cette notion de relationnel, même si c'est déclinable sur bien d'autres aspects, dès lors que tu te respectes, que tu apprends à savoir qui tu es, parce que pour se respecter soi, il faut arriver à pouvoir se définir, comme se définir, oui, à chaque instant. Quand tu te respectes, c'est comme si, pour moi, tu es tellement plus là, et ça m'aide moi aussi, dans moi, mon propre cheminement, à me respecter moi, mais en tout cas dans le lien avec toi, ça me permet de pouvoir être tellement plus dans l'instant. Pour moi, si je donne une image là dans cet instant, c'est comme si dans la relation, je passe de l'état de particule en suspension à pouvoir oser être une particule qui se pose, qui se pose. Donc, avec l'acceptation de l'impermanence de ce qui se pose. Ouais. Donc le tantra, c'est pas une voie pour apprendre à être en relation avec les autres, c'est pas une voie pour travailler sur sa sexualité, c'est un chemin personnel, c'est une spiritualité concrète et laïque. C'est un chemin de conscience et de vitalité. Et un mot très important que j'ai oublié de prononcer et sur lequel je voudrais terminer, c'est que c'est une voie expérimentale, c'est une voie non dogmatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idées reçues, au contraire on essaie de les déconstruire, il n'y a pas de règles, il y a juste l'expérience et la conscience et le niveau de vitalité qu'on arrive à maintenir dans l'expérience.